Merci Stéphane, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Je vais vous parler donc de la métacognition, commençant par vous expliquer en quoi elle consiste, puis vous montrer l'importance de la métacognition à la fois dans sa dimension prédictive et dans sa dimension rétrospective. Puis j'évoquerai un certain nombre de résultats récents sur les techniques d'apprentissage les plus prometteuses, étant donné ce que nous savons aujourd'hui de la métacognition, et enfin quelques mots de conclusion. Alors d'abord, qu'est-ce que la métacognition ? Je pense que le mieux est de partir de quelques exemples. Le monitoring, alors excusez l'anglicisme, disons en français on appelle ça le suivi, mais la notion de suivi est peut-être pas assez active pour refléter la dimension de contrôle qu'il y a dans la notion de monitoring. Je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Donc le monitoring prospectif consiste à évaluer la capacité que l'on a d'accomplir ultérieurement ou immédiatement dans quelques instants une tâche cognitive. Le monitoring rétrospectif consiste à juger l'adéquation d'une réponse cognitive qu'on vient de donner. Le jugement d'apprentissage consiste évidemment à prédire le temps qui va être nécessaire pour apprendre un matériel qui vient de vous être présenté, et aussi de savoir, une fois que vous avez passé un certain temps sur ce matériel, savoir si vous avez appris ce matériel. Et bien entendu, le jugement de connaissance, lorsqu'on vous pose une question, immédiatement, vous pouvez dire si vous savez ou non la réponse avant même d'avoir trouvé cette réponse. Alors, la régulation prospective des émotions et des motivations également fait partie de la métacognition. Ça fait partie des choses qu'il faut réguler, en particulier lorsqu'on est enseignant, qu'on est extrêmement déprimé ou très énervé. Il faut savoir prédire si on va être en mesure quand même d'effectuer les tâches prévues. Alors, je vais commencer par ce diagramme qui est en fait peut-être utile parce qu'il est très général, il sert à bien des formes de contrôle. Donc c'est la boucle de contrôle qui est utilisée dans la métacognition. Vous avez à gauche une commande cognitive au temps T0, et cette commande cognitive, on va voir en quoi elle peut consister. C'est un ensemble de stratégies sont disponibles à l'individu, il en choisit une. Et dès qu'il choisit une stratégie, par exemple se rappeler en mémoire du nom de X, il va avoir une norme de référence qui va être activée et qui va être activée de façon endogène, interne, et qui va le renseigner sur la poursuite de son activité en cours. Alors en bas, vous avez l'activité telle qu'elle se développe en réalité. En haut, la norme de référence, à nouveau, ce sont des repères endogènes qui vont servir à comparer ce qui se passe dans la réalité et ce que je m'attends à voir. Par exemple, quand vous cherchez un mot en mémoire, vous allez le retrouver soit très vite, soit plus lentement. Et donc, vous allez comparer ce que vous vous attendez à voir, par exemple une récupération rapide, et puis le fait qu'en réalité, vous n'êtes pas aussi rapide que cela. Alors, comment est-ce que dans l'observation, vous savez ce qu'il en est? Eh bien, vous le savez à travers des sentiments, par exemple le sentiment de savoir, par exemple le sentiment d'avoir un mot sur le bout de la langue. Donc là, ce sont des caractérisations endogènes, mais incorporées, incarnées, embodied, comme on dit en anglais, qui vous permettent de situer un petit peu là où vous en êtes dans votre activité et de vous motiver pour donner éventuellement une réponse. Alors, tout à droite, vous avez un comparateur. Alors, je n'ai pas la petite flèche pour vous le montrer, mais avec ça peut-être. Je ne sais pas comment il fonctionne, ce truc. Ah voilà, il fonctionne. Ça, c'est le comparateur. Donc, le comparateur compare la norme de référence et compare ce que vous avez obtenu comme retour de votre activité. Et si la comparaison est bonne, par exemple en prédictif, on va voir ce que c'est, vous vous dites, bon ben là, j'ai un bon sentiment de savoir, la norme de référence est respectée, donc je vais lancer effectivement la recherche en mémoire. Et en rétrodictif, vous aurez également une comparaison entre le mot auquel vous êtes parvenu, par exemple, et puis la norme de référence pour que ce mot soit correct,
Et à nouveau, vous aurez là une source pour juger si oui ou non vous êtes content de votre réponse. Alors, je vais analyser plus en détail ce diagramme en regardant d'abord la fonction prospective de la métacognition, c'est-à-dire cette fonction qui permet de décider de la faisabilité d'une action cognitive, comme le contrôle en mémoire, comme la récupération donc en mémoire d'un mot, comme la capacité d'effectuer un calcul, ou comme la capacité de discriminer perceptivement deux objets. Alors, cette métacognition prédictive, en anglais self-probing, permet de déterminer, avant même de consacrer ses ressources cognitives à une tâche, si on a les ressources cognitives nécessaires pour cette tâche. Donc vous voyez bien en quoi ça va être pertinent pour les élèves, par exemple, parce que les élèves, lorsqu'ils sont confrontés à une tâche, vont avoir une réaction, un sentiment de savoir ou de ne pas savoir, une angoisse aussi face à cette tâche, qui va déterminer s'ils sont prêts ou non à s'y engager. Alors la deuxième fonction de la métacognition, c'est donc la fonction rétrospective. L'agent doit savoir si le mot qu'il a récupéré est celui qu'il avait recherché, si c'est le bon mot, si le raisonnement qu'il a effectué est cohérent, si la description d'un événement qu'il a donné, par exemple, est pertinente et exhaustive. C'est ce qu'on appelle la post-évaluation qui permet d'apprécier si le résultat observé de l'action est bien le résultat attendu. Donc vous avez toujours là ce comparateur qui vous permet de juger si vous êtes dans la correction ou non de la tâche. Alors ici, vous avez des sentiments qui sont soit en bleu, soit en rose, qui vous permettent de participer à cette prédiction, le sentiment d'effort mental, le sentiment de familiarité, le sentiment de savoir, le sentiment d'incertitude sur sa compétence, le sentiment d'avoir un mot sur le bout de la langue. Tout cela, ce sont des sentiments, c'est-à-dire des expériences émotionnelles que vous avez en abordant la tâche et qui vous donnent une prédiction sous forme de gradient, sous forme de l'intensité du sentiment, une prédiction sur le succès potentiel de cet engagement dans la tâche. En rose, vous avez des sentiments aussi, mais à l'autre bout de la tâche, qui vous permettent de dire si ce que vous avez dit vous paraît cohérent ou non, si vous avez le sentiment d'avoir raison, the feeling of being right, ou si vous avez le sentiment de confiance ou d'incertitude dans votre performance. Alors, j'ai parlé des sentiments qui constituent en effet la source expérientielle de la régulation métacognitive. Alors, c'est très intéressant de voir que ces sentiments sont entraînés. Ils sont entraînés parce que sans le comparateur, les sentiments ne nous mèneraient à rien. Ces sentiments doivent être appréciés par rapport au standard, par rapport à la norme qui elle-même est extraite des efforts antérieurs dans la même tâche. Donc ces sentiments sont entraînés et ils donnent lieu à une expérience. Et je pense que l'une des choses que l'on peut envisager pour l'avenir de l'éducation, c'est d'encourager les enfants à s'autoréguler de cette manière, c'est-à-dire de développer leur sentiment de savoir ou de ne pas savoir sur une base extrêmement concrète et régulatoire plutôt que sur une base conceptuelle et théorique comme on pensait devoir le faire auparavant. Alors, néanmoins, les connaissances acquises jouent un rôle indubitablement dans la capacité de prévoir si on est bon ou pas dans une tâche, mais ces connaissances contiennent aussi beaucoup de croyances fausses, évidemment. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc ces connaissances concernent les capacités cognitives qui sont les siennes, les stratégies qui sont disponibles et la difficulté intrinsèque des tâches. Alors, je vais maintenant être très concrète et vous parler de quelques aspects de la métacognition prédictive du point de vue de l'enseignant et de l'enseigné. Pourquoi un élève décroche-t-il dans une tâche ? Souvent parce qu'il ne s'engage pas dans une tâche qui lui paraît au-dessus de ses moyens, donc pour lesquels il a des sentiments épistémiques ou métacognitifs
qui sont plutôt de type aversif. Beaucoup d'élèves réservent leur effort aux tâches dans lesquelles ils estiment avoir déjà une compétence intellectuelle, ce qui évidemment est paradoxal pour l'enseignant. Alors, il faut ici distinguer ce que font les chercheurs en métacognition appliquée, deux orientations possibles de la motivation de l'élève. Le but de l'élève peut être d'améliorer sa compétence, et dans ce cas, son but est la maîtrise d'un domaine de connaissance, ou bien il peut être de prouver sa compétence en réussissant une tâche donnée, et dans ce cas, son but est d'obtenir une bonne performance. Or, ces deux buts sont en général, en fait, orthogonaux, et l'un gêne l'autre. Ce qui conduit en effet un élève à choisir un but de performance, c'est que le feedback gratifiant est lié au succès immédiat de la tâche. Ce feedback, excusez-moi, je prends cet anglicisme plutôt que le mot de retour, mais qui n'est pas parlant pour moi. Ce feedback suffit à récompenser l'élève s'il est positif et à le démotiver s'il est négatif. Et dans ce cas, dans les deux cas d'ailleurs, l'explication justificative du succès ou de l'échec passe au second plan. On connaît tous la réaction des élèves qui regardent leurs notes et puis qui rangent leurs copies. Ils ne sont pas intéressés de voir là où ils ont échoué ou non, ou pourquoi ils ont échoué. Ce qui les intéresse, c'est ce qu'ils cherchaient en fait. La récompense qu'ils cherchaient, c'était une bonne note. Ce qui permet en revanche à l'élève de choisir un but de maîtrise plus que de performance, c'est un feedback positif. Là encore, il recherche du feedback positif parce que tout le monde cherche toujours du feedback positif en agissant. Le feedback positif lié à l'effort, lié à la persistance, et feedback positif aussi lié au rôle des stratégies choisies dans le résultat obtenu. Donc on peut féliciter l'élève pour son effort, sa persistance, l'amélioration de sa capacité à choisir la bonne stratégie, sans insister sur la note Ikett-Nunc qui, elle, fait écran avec les compétences. Donc l'objectif pédagogique recommandé par les chercheurs en métacognition appliquée, c'est de permettre à l'élève de comprendre que le choix d'une stratégie est la clé de la bonne performance et que plus on a de stratégies à sa portée, plus on étend ses compétences. Évidemment, pour que cet élève ait cette ouverture sur les stratégies, il faut d'abord lui permettre de penser que les stratégies, lui, sont ouvertes. Et donc lutter contre les stéréotypes sociaux qui laissent entendre qu'il y a des compétences qui sont réservées à un certain genre. Alors, une autre remarque évidemment fondamentale de tous ces travaux, c'est que l'élève doit être actif. Vous vous rappelez, dans le schéma de tout à l'heure, ça commençait par une commande. S'il n'y a pas de commande, il n'y a rien qui se passe. Donc, il faut que l'élève ait la possibilité de développer son autorégulation parce qu'il aura choisi lui-même sa stratégie. Donc, si possible, il faut lui laisser imaginer et choisir ses stratégies et ses questions auto-adressées. Alors, ça rejoint quelque chose qui a déjà été dit ce matin par Stan Dehaene, c'est que les self-tests, les autotests, constituent des moments déterminants de tout apprentissage, parce que non seulement ils permettent à l'enfant d'engendrer des sentiments de savoir ou de ne pas savoir, mais également ils permettent de renforcer l'apprentissage. Alors, après 15 minutes, on va voir tout à l'heure que c'est crucial, ces phénomènes de temps. Si vous faites un autotest immédiatement après la présentation du matériel, en fait, vous ne bénéficiez pas du renforcement de la mémoire et vous êtes dans une illusion aussi de savoir qui est créée par l'affluence mémorielle du matériel. Alors, étudions aussi les aspects de la confiance prédictive. La confiance prédictive, on l'a vu, est souvent liée à un sentiment métacognitif comme le sentiment de savoir. Et ce sentiment est lui-même lié aux caractéristiques dynamiques de la réponse, sa fluence. Alors ça c'est un phénomène extrêmement intéressant qui a été étudié chez le singe rhésus, parce que le singe rhésus, lui aussi, a des sentiments métacognitifs. Et ce singe rhésus, nous pouvons connaître sa décision
de confiance dans un jugement perceptif, simplement en regardant comment évoluent ces dynamiques neuronales. Donc une réponse qui est donnée rapidement avec beaucoup de neurones qui sont d'accord pour un jugement perceptif plutôt qu'un autre, eh bien, prédisent une grande confiance dans la décision. Donc nous avons toute raison de penser que chez l'homme aussi, c'est ces caractéristiques de rapidité et d'intensité de la réponse neuronale qui déterminent la fluence et de là la confiance dans la réponse. Alors toutefois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'il y ait une comparaison par rapport à une norme et cette comparaison doit être calibrée. Alors, comment se fait cette calibration ? On constate universellement une surconfiance dans la performance future chez le débutant. Tous les débutants croient qu'ils vont réussir la tâche et c'est très bien parce que ça leur permet d'être motivés pour la faire. Alors, l'expérience de l'erreur dans la tâche va mener à une seconde étape qui est une étape de sous-confiance, c'est-à-dire que les gens seront moins confiants, les élèves seront moins confiants qu'ils ne devraient l'être dans leurs acquisitions, pour finir par une confiance plus calibrée. Et effectivement, les élèves de 12 ans, à peu près, de 10-12 ans, arrivent très bien à prédire leur capacité à faire une tâche donnée, dont ils ont évidemment déjà eu l'apprentissage. Alors, il y a beaucoup d'indices qui contribuent à favoriser ou à rendre problématique cette calibration. Je crois que c'est important pour vous, en tant qu'enseignant, de les connaître. D'abord, le feedback antérieurement observé. Le feedback véridique, évidemment, est le plus apte à calibrer. Le feedback optimiste, qui est pratiqué par certains enseignants en Amérique du Nord, ce feedback optimiste a des valeurs d'apprentissage, c'est-à-dire qu'il permet à l'enfant d'apprendre plus vite. Mais évidemment, l'enfant est décalibré puisqu'il a une surconfiance. Donc il y a une négociation à faire entre les deux. Quant au feedback pessimiste, qui est la stratégie classique de nos écoles, où les élèves sont jugés plus sévèrement qu'ils ne devraient l'être en fonction de standards, eh bien, évidemment, c'est une véritable catastrophe puisque ça démotive l'enfant qui se sent moins confiant qu'il ne devrait l'être et donc n'a pas envie de faire la tâche. Alors, troisième élément, évidemment, c'est la comparaison avec les autres. Que font les autres? Comment s'en sortent-ils? Et évidemment, si on favorise cette comparaison, il faut être attentif aux effets que ça va avoir sur la motivation ou la démotivation de l'élève. Mais j'attire votre attention sur deux éléments, deux indices qui vont jouer aussi un rôle dans la confiance. C'est le concept de soi qui est pas seulement construit à l'école, mais également dans la famille et dans la société, et qui joue un rôle absolument considérable dans le phénomène de confiance de l'élève. Et puis, les attitudes socioculturelles de reconnaissance ou de déni de l'erreur, c'est-à-dire qu'il y a des cultures où on ne reconnaît pas son erreur, quoi qu'il arrive, pour des raisons de maintien de la face, comme on dit techniquement. Et dans ces cas-là, il est extrêmement difficile aussi de calibrer sa confiance. On reste dans une surconfiance permanente. Il y a des données récentes très intéressantes sur ce sujet. Alors, je vais vous dire deux mots, si j'ai le temps encore, de la métacognition rétrospective. Ce monitoring est essentiel pour repérer si l'on progresse vers le but, si l'on a donné une réponse correcte, s'il faut recommencer l'exercice. Et une fois qu'il a choisi une stratégie, l'élève doit donc juger si c'était la bonne stratégie étant donné son but et si elle pourra le mener à bien au fur et à mesure de l'exécution. Enfin, il faut évidemment, si nécessaire, réviser sa stratégie. Alors, qu'est-ce qui favorise le self-monitoring de l'élève? Eh bien, c'est la présentation explicite des buts, c'est-à-dire peut-être que les maîtres oublient parfois que les enfants, les élèves, ont besoin qu'on leur dise quel est le but de la leçon, qu'est-ce qui est attendu d'eux. Pour qu'ils puissent justement faire ce self-monitoring, il faut qu'ils sachent déjà ce qu'on attend d'eux. Ce n'est pas du tout explicite, et pour cela, il faut beaucoup d'interactions avec les élèves, faire un suivi de leur compréhension, leur poser des questions pour vérifier leur progression dans la tâche. Et tout le monde s'accorde à reconnaître l'intérêt des stratégies de modélisation, c'est-à-dire que le maître verbalise toutes les étapes de son propre raisonnement, même celles qui paraissent complètement évidentes pour lui,
mais qui ne le sont pas nécessairement pour l'apprenant. Il semble que cette stratégie de modélisation soit vraiment capitale pour permettre, par l'exemple, aux enfants d'apprendre eux-mêmes à s'orienter dans les stratégies. Alors, ce feedback n'est pas seulement quelque chose qui encourage la confiance et qui permet à l'enfant d'évaluer où il en est, il a aussi un rôle cognitif. Il permet de renforcer l'apprentissage. Et là, je voudrais parler de ce qu'on appelle l'échec constructif. Pour les tâches mémorielles, quand l'élève ne trouve pas la réponse, plus le feedback donné exige un traitement profond, plus sa remémoration à long terme est améliorée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en pratique ? Faut-il laisser l'élève chercher sa réponse ? Par exemple, vous l'interrogez, il vient au tableau. Est-ce qu'il faut le laisser chercher ou lui donner la réponse ? Alors, la réponse des spécialistes de métacognition, c'est que oui, il faut laisser l'élève chercher, mais il y a deux problèmes majeurs. Premièrement, l'élève ne trouve généralement pas la réponse tout de suite. Ça peut durer, ça conduit à des situations un peu ennuyeuses, quoi. Tout le monde attend que ça sorte et l'élève est mortifié. Le deuxième problème, c'est que si l'élève donne une réponse fausse, cette réponse sera mémorisée aussi. Ça, c'est un souci de tous les spécialistes de pédagogie cognitive, c'est que les réponses fausses font interférence avec les réponses correctes et elles sont mémorisées pareil, que ce soit par celui qui les a émises ou par les camarades qui l'entendent. Alors, quelles sont les solutions face à ce problème ? Eh bien, c'est le feedback dit incrémental, en anglais scaffolded, c'est-à-dire que l'élève reçoit des indications pour orienter sa remémoration, du style, on lui dit par quelle lettre commence le mot, ou on lui fournit un indice sémantique. Et dans ce cas, le feedback qui est donné à l'élève permet une meilleure rétention à long terme, c'est-à-dire qu'il apprend à travers le test qui lui est proposé. Alors, il y a aussi un élément important, c'est le timing. Le feedback immédiat est plus efficace que le feedback donné après un délai. Par exemple, songez aux copies, on a la correction une semaine, voire plus après. C'est beaucoup moins efficace. Le feedback élaboré est également supérieur au feedback qui consiste à simplement donner la réponse correcte. Alors, il y a une difficulté générale sur laquelle je voudrais attirer votre attention, c'est que le feedback interne, c'est-à-dire le sentiment d'avoir ou non la bonne réponse, est normalement ce qui régit l'usage que l'on fait de cette réponse, c'est-à-dire qu'on donne la réponse ouvertement, publiquement, selon la confiance qu'on a dans la réponse. Or, chez l'élève impulsif, vous avez sans doute cette expérience chez les jeunes enfants, les réponses sont souvent données avant d'avoir été évaluées ou même après avoir été jugées incorrectes par leurs auteurs. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y a un manque d'inhibition, qui est un problème exécutif, qui compromet l'aptitude de l'élève à effectuer le contrôle métacognitif conformément à son évaluation rétrospective. C'est-à-dire que vous vous souvenez de cette boucle rouge, là, qui part de la comparaison vers la commande. C'est ça le moment du contrôle. Le reste qui est en jaune, c'est le moment du monitoring. Mais en fonction de la sortie du comparateur, ici, en fonction de cette sortie, vous devez ou non, par exemple, verbaliser votre réponse ou la garder pour vous. D'où la nécessité d'entraîner les capacités exécutives dès que possible. Et ça a déjà été dit ce matin par Stan Dehaene. Les capacités exécutives déterminent l'empamnésique, la mémoire de travail, la capacité de résister à des interférences et à inhiber ses impulsions. Or, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une très grande variabilité des ressources attentionnelles chez les élèves, puisque ces ressources dépendent de 4 gènes qui régulent la dopamine, mais aussi de l'environnement familial et scolaire. Ça vous a été dit tout à l'heure par Patrick Lemaire. Donc, il est tout à fait essentiel d'entraîner ces capacités exécutives dès l'âge de 4 ans. C'est possible, et peut-être même avant,
mais pour l'instant, concentrons-nous sur ces élèves déjà bien jeunes. L'enfant de 4 ans a montré Michael Posner et Caro Rueda, entraînés pendant 1 semaine à raison d'1 heure par jour, ce qui est quand même fort peu, internalise durablement les méthodes d'exploration et de fixation intentionnelle qui lui sont proposées dans des exercices qui sont de toute façon ludiques. Et cet enfant entraîné atteint 2 ans à l'avance, à 6 ans, la capacité attentionnelle normale de l'enfant de 8 ans, non soumis à cet entraînement. Or, quand on connaît l'importance de ces ressources exécutives, attentionnelles pour l'enseignement, pour tirer parti de l'enseignement, on voit bien que c'est par là qu'on doit commencer. Il faut en effet entraîner le très jeune enfant à ces exercices qui vont structurer son attention. En quoi consiste-t-il ? Eh bien, ça consiste à parier des stimuli semblables avec des distracteurs, comme vous l'a montré tout à l'heure Patrick, prédire des trajectoires, appliquer des règles inhibitrices simples, le petit chat ne doit pas aller dans les parties boueuses de la pelouse, faire des stroops pour enfants, etc. Ces exercices, je vous le signale, sont en ligne et gratuitement accessibles sur le site teachthebrain.org. Alors, la métacognition de l'apprentissage, est-ce que j'ai le temps ? Oui, 3 minutes, d'accord. Alors, je voudrais simplement combattre quelques idées reçues. C'est que, pour revenir d'ailleurs sur des choses déjà dites, les difficultés souhaitables dans l'enseignement. Il faut pas que l'apprentissage soit trop facile. D'abord, trop facile sur le plan de ce que l'élève... Alors là, les attentes métacognitives de l'élève ne cadrent pas avec la fixation de l'information en mémoire. Il faut, tout le monde le reconnaît maintenant, que l'apprentissage soit distribué et non pas massé. Ça ne sert à rien de rester 4 heures sur sa leçon, il vaut mieux faire de très loin 2 fois 1 heure. 2 fois 1 heure, vous faites mieux que 4 heures. Les apprentissages doivent être entrelacés, c'est-à-dire que vous faites un peu de maths, un peu de langue, un peu de physique, plutôt que de faire que d'une seule matière. Vous faites aussi une alternance entre apprentissage et test, puisque les tests, en fait, consolident la remémoration de l'apprentissage. Et vous faites une variation, et ça c'est très important, dans la présentation du matériel à apprendre. Vous ne le présentez pas seulement sous un certain point de vue, mais vous multipliez les angles, les perspectives, les occasions de s'en servir. Alors pourquoi cela ? Eh bien, c'est parce que c'est une loi de la mémoire que réduire l'accessibilité de l'information conduit à améliorer l'apprentissage. Donc toutes ces mesures, comme l'entrelacement ou la variation, etc., conduisent à réduire l'accessibilité pour obliger l'élève, l'apprenant, à revenir à cette information, la récupérer en mémoire à nouveau, c'est-à-dire la fixer. Alors attention, les difficultés ne doivent pas être combinées. C'est-à-dire que lorsqu'on met la variation plus la distribution de l'apprentissage, ou l'entrelacement plus la variation, ou plus l'espacement temporel, à ce moment-là, on n'y arrive plus, il n'y a pas amélioration de l'apprentissage. Dernière chose, l'effet illusoire de l'affluence dans les jugements d'apprentissage. Il est absolument essentiel de recommander aux élèves d'attendre quelques minutes avant d'évaluer s'ils savent ou non une leçon ou un théorème, n'importe quoi. Les prédictions sur ce qu'on saura se rappeler sont toujours incorrectes si elles sont faites juste après l'apprentissage. Donc ça devrait devenir une espèce de routine de la classe, de prévenir les élèves, on va faire autre chose et après vous vous demanderez si vous avez bien appris ce que vous étiez censé apprendre. Donc en conclusion, dans l'enseignement traditionnel, l'élève était censé absorber l'enseignement en suivant les instructions qui lui étaient données sur le modèle du transfert de contenu. Et en fait, suivre des instructions en permanence et peu motivant ne favorise pas l'évaluation de ce qu'on sait, ni le contrôle de ses connaissances, ne permet pas non plus de comprendre pourquoi une stratégie donnée est pertinente dans un contexte donné. Donc, ce type d'enseignement n'apprend pas aux élèves à raisonner pour leur propre compte.
Donc cette révolution copernicienne, qui a déjà, l'expression a été utilisée et réutilisée à propos de l'enseignement en divers sens, mais ce qu'il s'agit de faire, c'est que maintenant les buts cognitifs des élèves doivent devenir le centre et non pas les buts cognitifs de l'institution. Il faut que les élèves eux-mêmes déterminent ce qu'ils ont envie de construire et d'apprendre. Bien entendu, cette construction va se faire en collaboration avec le maître. Il ne s'agit pas de dire que l'élève va choisir son contenu comme en 1968 à l'université. On pouvait déterminer en tant qu'étudiant le sujet du cours parce qu'on était passionné dans quelque chose. Non, mais il faut bien comprendre qu'un élève n'apprendra pas s'il n'est pas motivé à le faire. Donc en ce sens, la tâche du pédagogue est de construire ses buts cognitifs tout autant que ses contenus. Et je crois que c'est ça la véritable révolution. Ayant des buts, les élèves apprennent à vérifier s'ils progressent ou non vers ces buts. S'ils n'ont pas ces repères, en ne sachant pas pourquoi ils sont là et ce qu'ils cherchent eux-mêmes à obtenir, il n'y a aucune chance qu'ils apprennent quelque chose d'une façon constructive. Donc je pense que ça devient maintenant évident pour tout le monde. Je vous remercie.